Avec la financiarisation de l'économie mondiale, la structure et la gouvernance des entreprises ont été profondément bouleversées. Dans les grandes entreprises, les actionnaires ont pris un pouvoir presque sans partage. La mission de l'entreprise se résumerait tout entière dans le célèbre aphorisme de Milton Friedman: la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est d'augmenter ses profits. C'est aujourd'hui la pensée dominante dans les pays avancés. La conséquence, c'est la dictature du retour sur investissement, c'est la frénésie du court terme. Comment rendre l'entreprise du XXIe siècle plus humaine, plus respectueuse de ses partenaires, de son environnement? Comment la rendre plus citoyenne? Quelle transformation pour rendre cette entreprise d'un même mouvement plus efficace et plus compétitive? C'est à ce défi qu'ont voulu répondre trois spécialistes de l'entreprise, David Chopin, Marc Deluzet et notre invité, Roger Godinot. Roger Godinot, bonjour. Bonjour. Roger Godinot, vous avez collaboré à la rédaction de La grande transformation de l'entreprise, un livre qui a été préfacé par François Hollande. Alors je tiens à insister, c'était avant son élection à la présidence de la République. On y reviendra peut-être, on dira peut-être un petit mot tout à l'heure. Alors pourquoi cette grande transformation de l'entreprise vous apparaît indispensable? Parce que je la constate, c'est un fait. Et je constate, et c'est pour cela qu'il y a toute une partie historique dans le début du livre, l'entreprise s'est toujours transformée. Elle s'est transformée comme le capitalisme. Les époques se succèdent, et le capitalisme se transforme, et l'entreprise se transforme aussi. Et l'entreprise a subi des transformations, et c'est pour ça qu'il faut bien les analyser, parce que du fait qu'elle s'est toujours transformée dans le passé, cela montre qu'elle va encore se transformer dans l'avenir. Et ce livre essaye de dire la nouvelle transformation, sans vouloir critiquer le passé, mais la voie vers laquelle nous pouvons aller, c'est peut-être quelque chose d'autre. Vers laquelle nous pouvons aller. C'est peut-être quelque chose d'autre. D'où cette référence à Polanyi, la grande transformation, dire voilà, on essaye de dessiner finalement l'entreprise de demain. Puis deuxième chose, j'ai fait volontiers dans le choix des partenaires et dans l'écriture de ce livre, il y a un parti pris d'influence politique. Je prétends pas que c'est un travail... On le voit avec la préface. C'est pas un parti. C'est qu'est-ce que dans le fond l'entreprise pourrait être demain pour un social-démocrate? Et quelle est l'approche de l'entreprise par un social-démocrate? C'est un peu à cette question que je voulais. Alors on va y revenir. Il faut le dire parce que c'est pas évident autrement. On peut avoir des approches très différentes, par exemple. Alors vous avez un parcours dense. Je vais en citer quelques aspects. Vous êtes cofondateur et ancien doyen de l'INSEAD. Alors, dans un tout autre domaine, vous êtes fondateur du groupe des Arcs, la célèbre station de ski. Et puis, vous avez été conseiller du Premier ministre Michel Rocard, président d'Action contre la faim. Vous continuez d'être animateur de très nombreuses associations et fondations telles que Terra Nova, alors vous parliez de social-démocrate, le groupe des GRAC, la fondation Roger Godinot sous l'égide de la Fondation de France, une fondation qui intervient principalement dans les domaines de l'éducation et de la formation. Alors, comme nos spectateurs aiment bien connaître les diplômes de nos invités, citons-les. Vous êtes polytechnicien, ancien élève de Harvard et du MIT. Vous avez écrit de très nombreux livres, alors je ne vais pas les citer tous, mais il y en a un qui est particulièrement frappant. En 2007, Le réenchantement du travail pour une réforme du capitalisme, qui est paru à La Découverte. Alors, une première partie du livre est consacrée justement à ces mutations de l'entreprise. Vous insistez particulièrement sur les transformations des entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises en réseau. Comment vous voyez cette évolution? C'est une évolution naturelle. C'est que l'entreprise, cherchant son efficacité, au lieu de vouloir tout maîtriser directement, essaye de se délester d'un certain nombre de ces morceaux qu'elle organise en entreprise pseudo-indépendante, qui ainsi est décentralisée, peut-être plus efficace et qui peut avoir sa propre vie. C'est ainsi que l'entreprise se transforme, au lieu d'être seulement une entreprise, avec simplement des départements ou des filiales, c'est une entreprise dans un réseau d'entreprises qui constitue... Donc l'entreprise intégrée tente à disparaître ou à s'estomper pour le réseau d'entreprises sous forme de contrat. Par contre, elle a un réseau très étendu. Telle entreprise française, par exemple, aura un sous-traitant en Pologne qui est organisé en entreprise indépendante, mais avec lequel elle travaille beaucoup, ou en Allemagne. C'est ce que font d'ailleurs tous les grands groupes. L'exemple le plus caractéristique, c'est celui d'Airbus.
Les Français connaissent Airbus, sont très fiers d'Airbus. Mais ils savent sans doute que la carlingue de l'avion est faite ici, les moteurs sont faits là, les ailes sont faites là. Toute l'Europe participe à la construction d'Airbus. Et justement, Airbus est une entreprise en réseau. Donc des entreprises en réseau avec une tête de réseau, un hub Voilà. de commandement qui se déploie de plus en plus au niveau mondial. C'est une forme de décentralisation. Donc une chaîne de valeur Et alors, de l'entreprise qui s'étend les au niveau... financiers en profitent dans l'organisation de cette chaîne de valeur pour pouvoir se mettre, pour apprécier les différences de valeur et même faire des prévisions d'augmentation de valeur et saisir la marge. Et donc ils font des opérations financières sur cette mise en réseau. Alors il y a eu des abus. L'entreprise ne peut pas être totalement sans production, par exemple. On ne peut pas concevoir une entreprise sans production du tout. Et il y a eu ce concept d'entreprise sans usine, dans lequel, bon, c'est un peu poussé à l'extrême, mais ça peut s'imaginer. À ce moment-là, on se demande si c'est vraiment encore une entreprise. Bref, ce concept de réseau va très bien avec le capitalisme moderne, mondialisé, qui a la volonté d'être assez large pour pouvoir couvrir le marché mondial et en même temps assez décentralisé pour pouvoir profiter des opportunités de chacune des économies, de chacun des pays. Mais cette entreprise sans usine, elle existe aujourd'hui. Il y a des entreprises qui sont de simples donneurs d'ordre et une division internationale du travail avec des pays ateliers, des pays concepteurs. Voilà. Mais est-ce que, puisque cette chaîne de valeur dans les entreprises en réseau... Ça pose des quantités de problèmes d'ailleurs. Cette chaîne de valeur étant désormais mondiale, il y a une espèce de bagarre internationale pour capturer la valeur. Bien sûr, bien sûr. Alors qu'est-ce qui fait... C'est une nouvelle forme de la concurrence. La difficulté, c'est la superposition entre la problématique de ces entreprises réseau au niveau mondial et, on va dire, l'intérêt national et la prospérité d'un territoire, en l'occurrence notre pays, la France. Qu'est-ce qui fait qu'un pays va drainer de la valeur à travers des entreprises sur son territoire? S'il est capable d'offrir aux entreprises des conditions telles que les entreprises y prospèrent. Les entreprises, elles ne font pas du nationalisme. Elles vont là où se trouvent les opportunités. Mais plus précisément, parce que ça peut vouloir dire, dans le contexte actuel, la déflation salariale, baisser tous les coûts salariaux, baisser la concurrence fiscale et sociale. D'ailleurs, quand on parle d'une entreprise qui est réputée être française, si on regarde l'actionnariat, on s'aperçoit qu'elle n'est pas très française, qu'elle a 10 ou 15% d'actions françaises, que les autres sont des actions venant du monde entier. Et si on regarde son activité réelle, on s'aperçoit que 15% du marché français, 15% de son activité représente la France et 85% le reste du monde. Donc l'entreprise française, on peut dire c'est un mythe. Ou alors on peut dire c'est l'entreprise d'origine française. C'est ça qui serait un peu plus raisonnable. Donc c'est un monde très nouveau dans lequel nous rentrons. En tout état de cause, on ne sait plus très bien aujourd'hui quelles sont les frontières et les limites d'une entreprise. Et on s'en moque. Et en plus, on s'en moque. On connaît le concept juridique de société, mais l'entreprise, c'est quelque chose... On s'en moque. Oui, c'est pas le problème pour l'entreprise. C'est pas le problème. C'est un problème pour les politiques, éventuellement. Alors, les politiques cherchent à saisir l'entreprise et ils ne savent pas où la prendre. Alors, vous insistez beaucoup dans ce livre, avec les collaborateurs de ce livre, sur la financiarisation de l'entreprise. Quelles sont les conséquences sociales de cette financiarisation qui a eu lieu ces 30 dernières années, disons? C'est très simple, c'est que l'actionnaire a pris le pouvoir, par conséquent, l'actionnaire s'est organisé pour désigner le management de l'entreprise en jouant dans les assemblées générales, n'est-ce pas, sous forme d'association d'actionnaires, et par conséquent, il ne cherche que son intérêt propre. Et donc, cherchant son intérêt propre, et en même temps de court terme, pourquoi de court terme? C'est pas parce qu'ils aiment plus le court terme que le long terme, c'est parce que quand on gère un portefeuille et que on ne fait que cela. On ne gère pas une entreprise, on gère un portefeuille. Quand on cherche un portefeuille, on cherche à le valoriser. Et pour le valoriser, il vaut mieux le valoriser à chaque instant, en quelque sorte. Être prêt à revendre, éventuellement. Donc, on va privilégier le bénéfice à court terme. On n'a pas des groupes qui se disent « je vais acheter les actions de telle entreprise et les revendre dans 25 ans ». Ça n'existe plus, ça. Il faut qu'ils soient en mesure de garder des valeurs qu'ils puissent mettre dans leur bilan, donc des valeurs élevées, donc ils cherchent un profit à court terme. Et en cherchant un profit à court terme, eh bien, ils négligent ou ils briment, en quelque sorte, tous les autres aspects de l'entreprise. L'entreprise devient monodimensionnelle, c'est la recherche maximale du profit maximum pour l'actionnaire. C'est la dictature de l'actionnaire et la dictature du court terme pour les grandes entreprises. Et dans ces entreprises réseau, dictature qui se propage tout au long de la chaîne de valeur. Et le concept d'entreprise est menacé par cette situation.
Parce que ça ne va pas tenir longtemps comme ça. Il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs qui s'organisent. Il faut en quelque sorte sauver l'entreprise capitaliste d'elle-même. C'est ça le vrai problème. Alors on va y revenir sur ces contre-pouvoirs, mais d'abord je voudrais vous citer, je lis dans le livre, je cite le livre, « Le capitalisme européen continental s'est progressivement adapté à la financiarisation de l'économie, tout en conservant les finalités de son modèle social. » Oui. Vous ne pensez pas qu'il y a un antagonisme terrible entre ce modèle social européen et la financiarisation? Et je me permets d'aller plus loin. Est-ce que ce capitalisme social européen n'est pas en train de s'estomper à l'heure actuelle avec tous ces mouvements de déflation salariale? C'est pas encore joué complètement. C'est pas joué complètement. Il y a quand même des traditions culturelles. Il y a le sens de la politique existe en Europe. Les syndicats en Europe ont des fonctions qui sont très différentes de ce que c'est aux États-Unis. Et je dirais que nous sommes en pleine mutation, justement. C'est maintenant que les choses se jouent. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut faire des réformes. Jamais, à mon avis, laissez-moi vous dire ça, c'est très important. Jamais nous avons été dans un moment historique où la réforme de l'entreprise était plus urgente. C'est maintenant qu'il faut le faire, pour la sauver en quelque sorte. Il ne faut pas venir trop tard. Il ne faut pas venir trop tard. Et c'est maintenant que ça peut se faire. Il faut commencer par certaines choses, d'où l'intérêt de ce livre. Vous avez cité les syndicats, les partenaires sociaux, ils ont encore une place en Europe? Forcément. Quelles sont les parties prenantes dans une entreprise? Comme on dit, il y a le capital, c'est évident, et puis il y a les salariés, et puis il y a les sous-traitants, et puis il y a les clients, et puis il y a les fournisseurs. Et puis, voilà, tout ça sont des gens qui participent à l'entreprise d'une façon ou d'une autre. Et le problème est que l'optimum pour l'ensemble, pour chacun des individus, n'est pas le même si on privilégie l'un d'entre eux plutôt que le total. Alors, la croyance très profonde que j'apporte là-dedans, je dis une croyance, voyez-vous, je suis modeste, c'est que je pense que il n'y a pas une incohérence entre la recherche ce que j'appellerais du bon profit à moyen terme ou à long terme pour l'actionnaire et l'organisation des parties prenantes dans l'entreprise d'une façon plus consensuelle. Et je pense qu'au contraire, ça va avec. On peut retrouver cette cohérence. Autrement dit, il y a une vieille idée, c'est que le social, ça coûte à l'efficacité, ça coûte à l'économique. Eh bien, moi, je crois que c'est le contraire. Je crois que le social, c'est un moyen d'obtenir l'économique, c'est un moyen d'améliorer l'économique. Donc, il n'y a pas d'incohérence. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre. Alors, vous insistez sur cette volonté de redéfinir les missions et finalités de l'entreprise. Et je cite toujours le livre, vous voulez notamment passer du profit financier à la performance globale. Oui. C'est quoi cette performance globale? Eh bien, cette performance globale, c'est qu'elle permettrait, elle aurait comme résultat de satisfaire les parties prenantes au mieux, à la suite d'une négociation, comme ça se fait d'ailleurs, disons, comme ça se faisait, si vous voulez, dans l'entreprise il y a 25 ou 30 ans. Et c'est simplement l'équilibre entre les différentes parties qui est visé. Il n'y a pas de profit de groupe, si je puis dire. Il y a les intérêts des uns et des autres et le bon fonctionnement de l'entreprise. Et ce que je crois, c'est que pour le moment, on est dans une optique de capitalisme financier dans laquelle, essentiellement, le principe de fonctionnement, c'est la concurrence. C'est la concurrence tous azimuts. C'est la concurrence sur les marchés, ce qui est normal, entre les produits, avec les concurrents, mais c'est aussi la concurrence à l'intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on met les salariés en situation de concurrence les uns contre les autres, et on croit que c'est la bonne méthode pour aboutir à des meilleurs résultats. Et on les joue, en quelque sorte. Je suis de ceux qui pensent que, aussi bien il faut préserver le principe de marché sur le plan de l'organisation de la consommation, et le marché mondial, etc., autant à l'intérieur de l'entreprise, c'est le principe de coopération. La coopération plutôt que la compétition. Voilà. Et je pense que ce dont l'entreprise manque actuellement, c'est qu'elle manque un peu d'esprit de coopération. Il faut essayer de ressusciter cet esprit de coopération qui a existé dans l'entreprise. Pendant les 30 Glorieuses, il y avait une coopération entre les partenaires. Et ça, il faut la retrouver. Alors, vous avez évoqué à plusieurs reprises les parties prenantes. Alors, voilà. Parties prenantes, les actionnaires, bien sûr, les salariés, oui. Les sous-traitants. Oui, ça dépend des cas. Oui, bien sûr. L'environnement économique et social, écologique. Oui, tout le monde. Comment ces parties prenantes s'expriment dans cette entreprise transformée, réformée? Alors attention, selon quelles instances? Allons-y doucement. Je propose, dans un premier temps, de régler mieux le problème des salariés.
pas? Bon, commençons par une première étape. Et je dis, pour le moment, entre l'actionnaire et le salarié, il y a un jeu qui est morbide. C'est que l'entreprise est gérée, et on raconte aux salariés qu'on la gère pour l'intérêt général, l'intérêt de tout le monde, alors qu'en fait, on la gère pour l'actionnaire. Donc déjà, si on arrive à intégrer dans les objectifs les intérêts bien pensés des salariés, on aura fait un bond considérable. Donc je suis pour une coopération capital-travail, si vous voulez. Concrètement, à travers quelles instances? Alors, essentiellement, à travers une structure d'entreprise que je privilégie, qui existe, d'ailleurs je n'ai rien inventé, c'est l'entreprise à conseil de surveillance et directoire. Alors je pense que l'entreprise à conseil de surveillance et directoire présente un très grand avantage, c'est qu'elle sépare la fonction de direction de la fonction de surveillance. Alors que dans la structure de conseil d'administration et direction générale, le conseil d'administration gère, le conseil d'administration prend les responsabilités. Donc le conseil d'administration est à la fois l'organe d'action et l'organe de contrôle. Ça ne va pas. Donc je pense qu'il faut séparer la fonction de direction et la fonction de surveillance. Alors les salariés et la surveillance, je la mets dans le conseil de surveillance. Et je pense que autant il ne faut pas partager le pouvoir, partager la gestion entre de multiples partenaires, parce que la gestion demande à ce qu'il y ait finalement un responsable, un chef. Donc autant je pense que les membres du directoire doivent être choisis uniquement en fonction de leurs compétences, comme on choisit des managers, c'est les compétences qui doivent dominer, autant les membres du conseil de surveillance, dont le but est de surveiller ce qui se passe, non pas de prendre la place ni partager les décisions, mais simplement de surveiller. Alors là, au contraire, il faut que ce soit composé des gens qui représentent toutes les parties prenantes et qui sont là au titre de leur représentativité des parties prenantes. Il faut des actionnaires, et des représentants du personnel. On est proche du modèle de cogestion à l'allemande dans ce que vous préconisez. Non, parce que dans le modèle de cogestion à l'allemande, ils participent au directoire. Ah oui, du directoire. Et avec les syndicats, j'ai eu beaucoup de discussions là-dessus, parce qu'ils disent c'est le modèle allemand et nous on n'en veut pas. Mais non, les syndicats ont peur, en gros, ils ont peur de rentrer dans la responsabilité de la gestion. Et c'est ce qui s'est passé un peu en Allemagne. Je ne propose pas cela. Je dis qu'au contraire, en séparant la fonction de direction de la fonction de surveillance, au contraire, je coupe, c'est plus de la cogestion. Ou alors on estime que la surveillance, c'est de la gestion. Si vous voulez, pour me faire mieux comprendre, je dirais que dans la théorie du capitalisme financier actuel, les choses se discutent en assemblée générale des actionnaires. En fait, il faut aller à une assemblée générale pour voir que c'est une pantomime. On ne discute pas la gestion d'entreprise dans les assemblées générales d'actionnaires. C'est n'importe quoi. Je pense que les assemblées générales, elles ont fait faillite, si vous voulez, de ce point de vue-là. Je pense que par contre, dans les conseils de surveillance, avec des représentants des actionnaires, c'est beaucoup plus sérieux parce qu'ils ont du temps. Ils sont informés, la transparence permet d'avoir l'information. Et je pense que donc, c'est au niveau du conseil de surveillance que doit se faire le processus démocratique, le processus de partnership, le processus de coopération et le processus de surveillance. Mais dans ces entreprises en réseau que nous avons évoquées tout à l'heure, vous n'iriez pas jusqu'à représenter dans le conseil de surveillance les principaux sous-traitants, par exemple? N'allons pas trop vite. Pourquoi pas dans certains cas? Ça dépend des relations. Par exemple, si on est dans l'industrie automobile, pour prendre cet exemple, il y a des sous-traitants qui, justement, sont sous-traitants, mais en fait, qui sont des quasi-filiales, si je puis dire, ou qui travaillent exclusivement pour un ou deux grands groupes. Il serait peut-être intéressant de les mettre dedans. Pourquoi pas? Là, il faut être un peu pragmatique. Mais je pense que dans une première phase, ce qu'il faut, c'est introduire cette nouvelle approche du management des entreprises, c'est-à-dire que la fonction de direction doit être exercée par des gens dont la qualité principale doit être la compétence, que les objectifs généraux de l'entreprise et la surveillance de ce qui se passe, ça doit être fait par un conseil de surveillance qui ne décide pas, mais qui approuve ou qui intervient s'il voit qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ou qui émet son opinion. Non seulement mettre mais le conseil de surveillance a le droit de révoquer ad nutum la direction. Mmh. Bon, par exemple, vous auriez vous sentez que dans l'entreprise, il y a des problèmes qui font qu'on va devoir licencier. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est que le conseil d'administration est informé, mais il attend le plus tard possible, il choisit le moment optimum où il va lancer l'information, uniquement en fonction de ses intérêts, soit tout de suite, soit un peu plus tard, soit même trop tard. Si au contraire, le conseil de surveillance
a la liberté, parce qu'il a les informations, d'être au courant des politiques de croissance, des problèmes commerciaux, des problèmes de gestion de personnel, le conseil de surveillance sera informé en temps utile du fait qu'on va vers des problèmes nécessitant des licenciements. Et il sera en mesure d'intervenir, à mon avis, ou faire des contre-propositions de façon plus efficace. Et si jamais le licenciement devient indispensable, le conseil de surveillance s'en rendra compte. De plus, je ne propose pas dans une première phase de donner les salariés comme majoritaires dans les conseils de surveillance. Je laisse cette question très ouverte. Je pense qu'il faudra dans les conseils de surveillance des majorités multiples. Par exemple, c'est le cas dans des entreprises allemandes. Dans une entreprise allemande, on ne peut pas licencier des gens sans l'accord du responsable du personnel. Le responsable du personnel peut s'opposer à un licenciement. N'est-ce pas? C'est statutaire. Bon, on n'ira pas jusque-là, mais pour certaines décisions, ça peut être la majorité des actionnaires qui finalement l'emporte. Pour d'autres décisions, ça peut être même la majorité des salariés. Pour d'autres décisions, ce sera un équilibre entre les deux. Ça, c'est à régler. Et je pense qu'une loi générale serait nécessaire, ça je m'adresse à Hollande, une loi générale serait nécessaire pour organiser l'ensemble du système, sans aller trop loin et en laissant au statut de l'entreprise le choix d'arbitrer sur les choses concrètes et pour voir, selon la situation de l'entreprise, la nature de son activité, qu'est-ce qui lui convient mieux ou pas. Dans certaines entreprises, ce sera évidemment le personnel qui sera le contrepoids essentiel des actionnaires, puis dans d'autres, ça peut être effectivement les sous-traitants. Alors vous avez cité, peut-être pour conclure, vous avez cité François Hollande Oui. dans votre dernier exposé. Je vois que ce livre a été publié début 2012, donc juste avant les présidentielles. Le gouvernement vient de faire du désendettement compétitif le fer de lance de sa stratégie. C'est un véritable choc fiscal qui a été annoncé. Pensez-vous que François Hollande, qui a préfacé ce livre, a toujours en tête les objectifs de ce livre? François Hollande, que je ne connais pas particulièrement, je n'ai pas travaillé spécialement avec lui, mais il me donne l'impression d'être quelqu'un qui est très bien informé et à qui on peut difficilement apprendre tellement de choses sur l'ensemble du fonctionnement de la société. Donc je sais qu'il est informé de ces problèmes. Voilà. Ce que je ne sais pas, c'est quelle est dans sa hiérarchie d'objectifs et dans le timing des objectifs, quelle importance il donne à ce problème-là et où est-ce qu'il le situera. Je vais vous dire ce que je pense de cela. Actuellement, on s'aperçoit que l'entreprise française n'est pas assez compétitive. Et on a tendance à dire qu'elle n'est pas assez compétitive parce que le coût du travail est trop élevé. C'est probablement vrai. Donc, traitant ce problème du coût du travail. Mais à qui va-t-on faire comprendre ou faire croire que la compétitivité d'une entreprise, ce n'est que le coût du travail? Enfin, n'importe qui travaille dans une entreprise sait très bien que la compétitivité de l'entreprise, ça dépend de la façon dont on travaille dans cette entreprise. Ça dépend du moral des gens qui sont dans cette entreprise. Ça dépend de la façon dont ils sont organisés. Ça dépend donc du fonctionnement. Et je pense que là, il y a des facteurs de compétitivité considérables. Et que si l'on est dans un modèle dans lequel les salariés se sentent en opposition avec les actionnaires, ils ont un comportement, disons, frileux, de défense de leurs droits, comme on dit. Si au contraire on réussit à mettre un climat de coopération, mais c'est des solutions qui vont sortir, c'est des choses très positives qui en sortiront. Et par conséquent, on aura une nouvelle attitude de l'entreprise globalement. Et je ne suis pas sûr que l'actionnaire y perdra. Donc la compétitivité, ça peut être aussi une question d'organisation et de relations sociales. Et je pense que ce que je propose dans l'organisation juridique de l'entreprise, c'est un facteur de compétitivité très fort. J'ajoute que au moment où nous sommes en train finalement d'apprendre que nous ne ferons rien en Europe sans les Allemands, il serait peut-être bon de savoir ce qui marche bien en Allemagne. Ce qui marche bien en Allemagne, c'est notamment cette forme de dialogue social. Donc Roger Godinot, la grande transformation de l'entreprise, travail, sens et compétitivité. Je vous remercie. Merci.